Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors, bonjour à vous. Dans le podcast de ce jour, j'ai le plaisir d'inviter Marilyn Rebello, qui est officiante laïque, mais aussi love activiste. Alors aujourd'hui, elle va nous donner l'explication de qu'est-ce que c'est qu'officier dans la laïcité, qu'est-ce que c'est qu'un officiant laïque, pourquoi nous avons besoin de marquer les étapes de la vie. Alors, bonjour Marilyn. Bonjour Virginie, merci pour ton invitation. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors, j'avais envie de commencer par cette question. On est rarement petit où on se dit, en général, on veut être pompier, astronaute, et on se dit pas, je veux être officiant. Qu'est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours? Qui es-tu et qu'est-ce qui fait que tu en arrives à célébrer les étapes de la vie des personnes qui viennent te voir? Alors, c'est une excellente question et je vais peut-être commencer justement par l'anecdote qui est assez drôle autour de ça. C'est que depuis petite, je ne me voyais absolument pas moi-même mariée, donc absolument pas du tout à travailler dans le monde du mariage. J'avais pas du tout ce genre de projection que peuvent avoir les petites filles. Donc, c'est vrai que ça a été une surprise pour moi. Mais c'est surtout une très belle surprise qui s'est révélée tout simplement grâce à l'amour quand j'ai rencontré mon mari. Parce que c'est lui finalement qui a fait, on va dire, sauter toutes mes idées, tous mes préjugés, qui m'a fait accepter de sauter le pas avec lui. D'accord. Donc, c'est devenu ta propre célébration de l'amour, en fait. Exactement. C'est vrai que quand on a choisi de se marier, voilà, c'est vrai que quand il m'a demandé, j'ai pas pu dire non, tout simplement. On va le dire très simplement comme ça. Hein. Et puis, quand on a décidé de célébrer notre amour, il était certain qu'on n'allait pas faire quelque chose de traditionnel, de conventionnel. En plus, moi, je ne suis pas baptisée. Lui est baptisé, mais voilà, on a tous les deux des autres types de croyances. Et puis, on voulait pas non plus se contenter d'une simple union civile qui nous semblait vraiment très administrative et qui donnait pas de valeur à notre amour. Donc, on s'est dit, si on fait quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose de bien, qui nous représente. Et puis finalement, voilà, qui permettent aussi à tout le monde autour de nous de comprendre pourquoi on saute ce pas. Parce que moi, je me suis bien dit qu'on allait aussi certainement se moquer un peu autour de moi, parce que mes amis proches savaient très bien quels étaient mes préjugés, mes idées face au mariage, etc. Donc, on s'est dit non, si on veut faire quelque chose, il faut le faire vraiment à notre manière. Puis c'est là que ça a été assez compliqué parce qu'à l'époque, il n'existait vraiment pas grand-chose quand on avait envie de sortir du cadre et de faire quelque chose qui nous ressemble. Une célébration. On était en quelle année, là? On était en 2013. Ouais, 2013, d'accord. Ouais. Donc, ça va faire une dizaine d'années, c'était le début, en fait. C'était pas encore comme aujourd'hui. OK. Exactement. Donc, on commençait à en parler. Aux États-Unis, il y avait déjà ces mariages très beaux qui se faisaient à l'extérieur, sous une arche, mais quand même plutôt célébrés par un pasteur ou un prêtre ou quelqu'un de l'église. Mais déjà, ça donnait de l'inspiration. Et puis en France, ça commençait. Donc moi, je me suis beaucoup renseignée. Je suis allée voir sur des blogs, sur des sites. Je me suis inspirée. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas simplement quelque chose comme ça, qui nous ressemble? Donc, OK, on passe par le civil parce qu'on veut que notre union soit légale. Mais en plus de ça, au lieu de faire une union religieuse, on va faire quelque chose qui nous ressemble, qui soit vraiment nous, qui raconte notre histoire, notre amour et pourquoi on s'aime et pourquoi on décide de sauter ce pas. Donc voilà, on a demandé un petit peu autour de nous. On avait trouvé quelqu'un qui pouvait justement venir officier, mais qui avait un texte. C'était toujours le même texte. Puis on s'est dit non, c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut personnaliser. J'ai dit à mon mari, écoute, réfléchissons ce qu'on voudrait faire. Et puis moi, j'adore écrire et je vais rédiger notre cérémonie. Alors il faut savoir que j'écrivais plus depuis longtemps. Hein. J'étais dans un domaine complètement différent à ce moment-là. Mais c'est vrai que reprendre la plume, écrire tout ce qui nous habitait, tout ce qu'on voulait faire à ce moment-là, ça a été vraiment pour moi une révélation. Ça a été une révélation. Il y a quelque chose qui s'est passé au fond de moi et je me suis dit,
waouh, en fait, on peut retranscrire des émotions d'une manière aussi profonde avec des mots, de manière totalement unique, personnalisée, et on va le vivre et on va le diffuser autour de nous. Donc vraiment, ça a créé quelque chose d'extrêmement puissant au fond de moi. Et voilà, donc on s'est mariés de cette manière-là. C'était magique. Et Donc c'est là, il n'y a là. même pas eu d'officiant, en fait. Vous avez fait entre vous, en Non, fait. alors finalement, non. On a quand même demandé justement à cette dame qui avait toujours le même script, on lui a demandé si elle était d'accord Ouais. de célébrer avec le script que nous, on lui fournissait. Et puis, ouais, elle était toute contente, elle aussi, finalement, de faire ça. Donc voilà, on a fait ça de cette manière-là. C'était, on va dire, un peu du bricolage pour l'époque. Aujourd'hui, forcément, avec tout ce que je sais, je ferais ça complètement différemment. Mais voilà, c'était les prémices. Et puis surtout, c'est ce qui m'a mis sur la voie de ce que je voulais faire. Donc, je dirais vraiment, ça a été l'écriture en premier lieu, l'écriture et puis le fait de vivre toutes ces émotions. Et j'étais aussi, à ce moment-là dans ma vie, vraiment dans un moment très particulier et très difficile de mon parcours professionnel. Hein. Je travaillais dans le milieu des médias, de la communication et des médias. C'était les années où ça bougeait beaucoup, ça vendait, ça restructurait, ça licenciait. Donc, c'était, on va dire, c'était devenu un peu habituel depuis quelques années que je changeais d'une boîte à l'autre comme ça. Mais là, j'ai vécu un licenciement extrêmement difficile. Ça a touché des choses très, très profondes au fond de moi, au fond de mon intégrité. Et là, je me suis dit, je crois qu'il est temps de changer de voie. Parce que si je continue, j'ai l'impression qu'il va toujours se reproduire la même chose. Donc peut-être qu'il serait temps de réfléchir différemment. Et puis, comme j'étais en train j'avais recommencé des études pour faire un diplôme de chef de projet web, donc qui à première vue n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de raconter, hein, mais il me fallait un thème pour mon sujet de diplôme, pour mon mémoire que j'allais rédiger. Et je me suis dit, je vais créer un site, un blog autour de ce concept des cérémonies laïques, parce que nous, quand on a voulu faire ça, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous correspondait. Et je suis persuadée que si nous, on a cherché, il y a aussi d'autres gens qui doivent avoir besoin de ça. Donc j'ai dit, je vais m'amuser et je vais faire ça pour mon sujet de diplôme. Donc dans l'univers du web technique, ça semblait un peu ovni, mais quand j'ai fait cette proposition, ça a été accepté. Et quand j'ai rédigé mon mémoire, j'ai été complètement portée, mais vraiment portée. C'est comme si c'était en écriture automatique, tout était fluide, tout était clair dans ma tête. Et voilà, et je vivais déjà ça au fond de moi. Donc j'ai réussi mon diplôme et puis après avoir réussi mon diplôme, j'avais retrouvé un emploi, pas dans les médias, mais dans une autre branche où j'avais d'ailleurs un très chouette job. Hein, mais ce projet vivait trop en moi pour que je le laisse de côté. Et je me suis dit, je vais essayer, je veux tenter, je veux faire mes premières célébrations, je veux voir ce qui va se passer. Et j'ai tenté et là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais c'est clair que c'est ça que je veux faire. C'est marrant parce que là, ton projet est arrivé par des voies finalement très classiques. Tu proposes des examens, tu proposes ça comme sujet de quelque chose d'hyper technique. Et puis là, il y a quelque chose qui émerge. C'est souvent ça quand on se dit, il y en a qui cherchent un peu des vocations et ils pensent qu'ils auront la révélation. Et en fait, c'est en faisant, en expérimentant. Et des fois, tu ne serais jamais dit, je vais développer mon projet d'officiante laïque dans un projet de développement web. Puis finalement, c'est là que ça s'est fait. Ouais. Et là, c'est génial ton partage. Du coup, est-ce que tu peux, toi, donner une définition un peu de ce qu'est un officiant laïque et comme toi, en fait, tu le vis, quelle est ta propre définition, en fait, comment toi, tu te présentes et qu'est-ce que tu fais vibrer autour de toi? C'est une définition pour moi-même qui a beaucoup évolué au cours des années. Tu vois, pour te dire, au tout début, j'étais vraiment très portée sur la cérémonie en elle-même, la création de la cérémonie. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette cérémonie? Comment est-ce que ça va se dérouler? De quelle manière on va intégrer certaines étapes? Voilà. Au début, c'était vraiment comme ça. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie valeur dans l'accompagnement du couple en amont. Alors, de toute façon, il y a un accompagnement parce que la cérémonie, elle se crée pas comme ça du jour au lendemain. Mais moi, je me suis surtout rendu compte que quand le couple se retrouve avant pour discuter de ces choses-là, il y a des choses magiques qui se passent. Déjà, le fait de prendre ces espaces-temps, d'être comme dans une bulle, de se retrouver, de réfléchir au sens qu'on veut donner à son engagement. Qu'est-ce que le mariage? Mais le mariage au sens de la vie, de couple, de la relation, pas au sens du jour J, des paillettes et des fleurs. Hein. Et là, je me suis dit, je crois que mon rôle, c'est aussi d'aller plus loin. C'est d'aller plus loin parce qu'on peut créer toutes les cérémonies qu'on veut,
Mais la plus belle des cérémonies, elle se créera naturellement sur la base de ce que diffuse le couple, de ce qu'ils laissent émerger d'eux, des portes qu'ils ouvrent. Et c'est vrai que depuis quelques années, je travaille comme ça. Je cherche d'abord à connaître le couple, qui ils sont, comment est leur relation, comment est leur, comment est leur vie, leur zone de magie, hein, comme j'aime bien dire, parce qu'un couple, hein, c'est deux individus, puis quand ils se mettent ensemble, il y a une troisième entité qui se crée. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça, finalement, qui va donner l'essence de la cérémonie, qui va donner, on va dire, une idée, un thème, quelque chose qui va vraiment, qui va permettre à la cérémonie de se créer naturellement, on peut dire. Ça, c'est important parce que c'est aussi dire, tu n'es pas la wedding planeuse, c'est-à-dire que c'est pas toi qui vas t'occuper de savoir que le traiteur arrive, c'est-à-dire aussi pendant la cérémonie, tu n'es pas cette personne, donc tu n'es pas prise dans le stress de la gestion de projet, de dire le traiteur, les petites cuillères sont pas bons, le petit four. Toi, tu es pleinement avec le couple dans la célébration et dans le moment d'honorer, parce que j'ai souvent vu la wedding planeuse qui devient officiante, c'est quasiment deux métiers. Enfin, c'est deux métiers différents. On est complètement d'accord. C'est comme si, le DJ, il est traiteur. Au bout d'un moment, je veux dire, chacun son job. Après, ça dépend évidemment toujours de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Moi, je propose des accompagnements en profondeur. C'est devenu, on va dire, un peu plus mon identité, ma marque de fabrique, parce que c'est la valeur que j'ai envie d'apporter au couple, qui ne s'arrête pas le jour de l'union, mais qui va continuer à les accompagner pour toute leur vie. Parce que je pense que quand on fait un tel travail en profondeur, de se confier, de réfléchir ensemble, de se poser des questions qu'on ne se poserait certainement pas habituellement, on crée des bases extrêmement solides pour la suite de sa vie de couple. On va développer des outils qu'on pourra utiliser et réutiliser. Et on vit presque, j'ai envie de dire, c'est comme une période lune de miel avant l'union. C'est intéressant parce qu'aussi, c'est de dire, là, tu parles beaucoup du mariage. J'ai fait un podcast sur la sens du rite, puis dire que ça reste un des rites aujourd'hui qu'on célèbre encore dans notre culture occidentale, mais j'imagine que tu peux aussi célébrer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut célébrer aussi? Absolument. Alors c'est vrai que j'ai parlé du mariage parce que c'est vrai qu'on est parti de là, et puis je vais avouer que ça reste quand même le plus gros de mes demandes, hein. Les gens viennent principalement vers moi pour célébrer leur mariage, préparer et célébrer leur mariage, mais je propose aussi des célébrations pour les naissances ou pour les enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de célébrer la naissance d'un enfant quand il est tout bébé, quand il vient de naître, hein. On peut le faire 1 année, 2 ans, 3 ans, ou même après. Comme ça, l'enfant peut aussi participer. Mais voilà, ça, on va dire que c'est une alternative à un baptême religieux, et qui va quand même prendre en compte la partie sacrée, la partie aussi importante de l'éducation que les parents veulent apporter à leur enfant, les valeurs. Donc voilà, ça c'est vrai que ces cérémonies de naissance, c'est aussi assez extraordinaire. Je dis naissance, mais ça peut aussi être plus tard, en tout cas pour les enfants, ou accueil d'un enfant, hein, parce que ça peut être aussi un enfant qu'on adopte, et ça peut prendre d'autant plus d'importance à ce moment-là. Et puis, je célèbre aussi, alors moi j'appelle ça les hommages. Pour moi, c'est pas juste les funérailles, et c'est vrai que là aussi j'ai choisi de me positionner un peu différemment, parce que pour moi, il y a un point important après la mort de quelqu'un, c'est aussi ce qui se passe après. Et il y a aussi un travail de deuil qui se fait. Et pour avoir moi-même été confrontée d'assez près à la mort, je sais que si je réfléchis à mon idéal, c'est pas de créer une cérémonie et célébrer le décès de quelqu'un juste après. Mais c'est vraiment de prendre le temps, qu'il y ait aussi cette valeur de l'accompagnement, qu'on puisse discuter de la vie de la personne, de qui elle était, de ce qui l'animait, et qu'on puisse aussi vraiment prendre un temps qui soit très bénéfique pour créer cette cérémonie. Donc c'est pour ça que moi je le vois plus sous forme d'hommage finalement que quelque chose de très rapide. Pour moi, où il y a un sentiment d'inachevé. Oui, il y a quelque chose de rapide. Puis là, moi, j'entends quelque chose d'hyper important, et notamment dans le contexte dans lequel on est actuellement, c'est pour bon nombre de personnes qui peuvent nous écouter, toute la période post-Covid, les enterrements ont été bâclés. Et je vois des personnes qui ont pu me contacter, qui n'ont pas pu aller aux funérailles. Le tout premier confinement 2020, les rituels ont été stoppés, bâclés. On n'a pas célébré nos défunts. Oui. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. C'est on est dans quelle société quand on ne célèbre plus la mort et le passage. Et ça du coup, pour moi, il y aura passé un peu tout une grosse vague de rendre hommage à nos défunts quand on a volé et quand on n'a pas vécu correctement le deuil. Je sais pas ce que toi, si t'as ressenti ça, ou comment. Je pense pour les mariages aussi, mais là, pour moi, cette période-là, c'était encore plus fort sur les phases de deuil.
Absolument. Et d'ailleurs, on m'a contacté justement pour ce type de cérémonie pour des personnes dont les funérailles, le décès n'a pas pu être célébré comme il se devait en temps opportun. Et donc, voilà, la famille a décidé quand même de faire quelque chose, mais plus tard. Et je trouve ça fondamental. Donc voilà, moi c'est aussi un peu plus de cette manière-là que je le vois. Après, je dis pas que je vais pas célébrer des funérailles dans un temps plus restreint, mais à choisir, j'aime aussi l'idée de prendre le temps parce que je pense qu'il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses entre le moment où la personne décède et les jours qui suivent, les jours, les semaines, voire même les mois. Il y a des choses qui se passent et je pense aussi que c'est important d'honorer tout ça. Ouais. Alors là, vraiment, il y a quelque chose à faire, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, pour de réfléchir, puis ils peuvent te contacter. Hein, on laissera bien à la fin, je laisserai tes coordonnées de site internet pour dire si cette célébration, si cette étape de la vie n'a pas pu être correctement faite sur le moment, ça peut être célébré après, et ne vous faites pas voler ce passage. Faites entendre, faites mûrir. Je crois qu'on va pouvoir partager, et toi et moi, sur nos réseaux sociaux, on a une forme de révolte sur ce qui se passe en ce moment. Et pour moi, il y a vraiment ça, j'insiste et je fais toute une partie de passage sur le rite, c'est actuellement, nous sommes dans une société où nous ne marquons plus, et spécifiquement en ce moment, les mariages ont été bâclés aussi. J'imagine qu'il y en a aussi où ça a été bâclé en civil, où il y avait 4 personnes. On se marie pas juste avec 4 personnes. Enfin, ça peut être un choix, un mode, mais de bien marquer. Prenez le temps, on peut aller en différé. Puis c'est ça le message important que moi j'entends de ce que tu nous transmets. Oui, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin que ça aille très vite après un décès. On m'a dit que c'était la majorité des personnes quand j'ai parlé un peu de ce que je voulais faire. Donc, de nouveau, je suis passée un petit peu pour une extraterrestre parce que j'ai dit, mais moi, je pense qu'il y a cette donnée de temps qui est importante. Et je parlais avec quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine des funérailles et qui me disait, non, il faut que ça aille, les gens veulent que ça aille vite. OK. Mais j'ai quand même rencontré des gens qui ont besoin. Alors, même si, effectivement, il y a un enterrement qui se fait rapidement après, peut-être que la célébration en tant que telle, elle nécessite d'être réalisée quelques mois plus tard. Parce que sur le moment, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop d'émotions, on peut être tellement dans la tristesse ou dans la colère ou dans la révolte, et on a besoin des fois de ce temps de pause par la suite pour laisser le temps à toutes les idées d'émerger, de réfléchir, d'avoir aussi peut-être des idées, et puis de trouver beaucoup plus de paix et de sérénité, je dirais. Donc c'est pour ça que je continue un peu à m'accrocher à cette idée, et je suis sûre qu'au fil des prochaines années, c'est des choses qui vont, quand on va en parler, c'est des choses qui vont devenir peut-être un peu plus, que les gens vont plus considérer. Donc voilà. Et puis j'ai aussi des personnes qui me contactent qui sont encore en vie, mais qui savent qu'il leur reste peut-être quelques années à vivre, ou qui se disent, ah mais moi le jour où je décède, j'ai envie d'avoir participé à la création de la cérémonie qu'on va réaliser pour moi, peut-être avec un enfant, mes enfants, avec quelqu'un de proche de la famille. Donc, j'ai déjà eu aussi ce type de demande. J'aime bien cette notion on prépare à l'amont, cette notion d'extraterrestre. Moi, quand on dit c'est immédiatement, c'est rapide. Pareil, on est dans notre culture occidentale. On rappelle que dans plein d'autres cultures, je pensais à un rituel qui est très particulier à Madagascar, où tous les ans, on retourne préparer le corps et faire en sorte que le corps dans le cercueil soit bien prêt. On le sort. Alors, c'est très particulier pour nous, mais on continue pendant des années et des années et des années à honorer nos défunts, et notamment aussi pour les générations futures. Hein. Moi, ce que j'entends, je trouve ça magnifique de dire, mais on pourrait faire un hommage 10 ans après un décès, et il y a peut-être les petits-enfants du grand-père qui viennent célébrer cette partie-là, et on honore encore cette branche de la généalogie. Donc, une extraterrestre peut-être, mais à l'échelle du monde, moi, je crois pas. Je crois que tu es vraiment dans le juste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je trouve vraiment très intéressant ce que tu nous expliques aussi sur ce qui se passe à Madagascar. C'est vrai que c'est dans notre culture occidentale, finalement, qu'on a une vision de la mort, j'ai l'impression, qui est tellement triste, qui est tellement complexe, qui est tellement tabou surtout. Quand on regarde comment ça se passe dans d'autres pays où on honore la mort, on le voit vraiment comme un passage, on la danse, on la chante. Et ici, c'est quelque chose de, c'est tabou, c'est effrayant, et
on oublie de l'honorer comme il se doit. Et je pense que le temps a aussi une grande valeur à ce niveau-là. Ouais, c'est magnifique parce que moi, j'entends là que pour moi, tu es une célébrante de l'amour, tu es une célébrante de la vie sous toutes ses formes, en fait. La vie quand elle part, la vie quand elle arrive, la vie quand elle naît de l'amour, ça, je trouve magnifique. Mais il y a quelque chose d'important dans tout ce que tu transmets, c'est qu'on parle de sacré, mais tu n'es pas dans la religion. On est d'accord, hein, tu n'es pas dans la religion, donc tu es dans une forme de laïcité. Et comment on met du sacré en toute laïcité? Alors c'est vrai, mes parents ont fait un choix très moderne pour l'époque de ne pas me baptiser, en me disant que je pouvais choisir. Hein, donc c'était pas du tout une forme de rébellion totale, c'était plutôt de me laisser le choix. Et puis je me suis intéressée très tôt à la spiritualité. J'ai eu envie, j'ai vraiment senti ça comme une grande liberté que m'offraient mes parents, et je me suis dit je vais explorer, et comme je ne suis pas liée à quelque chose, je vais voir. Donc j'ai beaucoup voyagé, je me suis intéressée à différents types de cultures, de philosophies, et je me suis rendu compte que malgré le fait que je n'avais pas reçu de religion, j'avais déjà un attrait très fort pour des choses impalpables, pour cette spiritualité. Par exemple, petite, quand je visitais une ville, la première chose que j'avais envie de faire, c'était de rentrer dans une église. Alors que pourtant, c'est pas quelque chose vraiment qu'on m'inculquait, ou c'était pas une chose avec laquelle je vivais. Donc c'était assez particulier, mais il y avait vraiment cet attrait pour finalement pour les choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir, qui sont liées justement à cet aspect spirituel. Donc en évoluant, en grandissant, j'ai continué à m'intéresser à tout ça. Et c'est là vraiment où je me suis dit que il y a une autre voie. Il y a une autre voie pour des personnes effectivement qui ne sont pas liées à un type de religion, qui ne veulent pas être liées à un type de religion, mais qui ont quand même ce besoin de vivre avec un côté sacré, avec un côté spirituel. On peut même parler aussi, moi je parle aussi même souvent de physique quantique, hein, pour quand on est un peu plus terre à terre, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose de complètement perché, hein, non plus. Hein, il y a aussi un aspect très un peu plus finalement scientifique, hein, par rapport à tout ça. Et je me suis dit mais il manque quelque chose. Et c'est là aussi où, quand nous on a décidé de nous unir avec mon mari, quand on a réfléchi à notre cérémonie, c'était pas une pièce de théâtre, c'était pas quelque chose de folklorique. C'était un moment où il y avait énormément d'émotions, de choses très fortes, des sentiments particuliers, et aussi finalement un lien avec, on peut dire un lien avec des choses qui sont autour et qui sont impalpables. Hein. Par exemple, justement, j'ai perdu mon papa très jeune, mon mari a perdu sa maman, on leur a fait une place pendant la cérémonie. Ça, c'était des choses importantes. Donc, je pense que la laïcité, c'est pas du tout quelque chose d'anti-sacré, d'anti-spirituel, certainement pas. Moi, je dis même, hein, que ces cérémonies n'ont rien d'anti-religieux. Au contraire, il y a quelque chose qui nous rallie tous à ce moment-là, ce jour-là, c'est l'amour. Et l'amour, c'est universel. L'amour, ça rallie tout le monde. Et quand on va chercher vraiment cet amour, quand on va chercher aussi comment est-ce qu'on peut l'exprimer, comment est-ce qu'on peut le mettre en valeur ce jour-là, on va dans des choses qui sont très puissantes, très intenses, et qui sont aussi très spirituelles par la force des choses. Tu me fais pleurer, excuse-moi. Je me reprends. Je vais rebondir sur ce que tu dis de cette notion aussi de physique quantique, parce que, alors, moi, on le sait, hein, j'ai une religion, moi, j'officie dans ma religion, pour les gens qui pratiquent ma religion. Après, j'invite vraiment les gens le but de ce podcast, c'est vraiment de se reconnecter à un chemin universel, et justement de remettre du rythme. Et puis, quel que soit le chemin, c'est vraiment d'initier un pèlerinage intérieur, quelle que soit la route, quelle que soit la destination. Et dans ce cheminement, je trouve que la physique quantique est très importante aussi. Moi, je me suis beaucoup plongée, notamment dans les livres de J.R. Dos Santos, où il parle, donc, dans la physique quantique, de l'intentionnalité. Il dit, quand on ne croit pas en Dieu, on croit en une forme d'intentionnalité. Il donne un exemple de dire qu'il y a plus de chances de mettre une montre suisse dans un sac et secouer une fois et de la remonter qu'il y a eu le Big Bang et la vie. Et c'est juste ça, cette intentionnalité. Et on n'a pas besoin, après, effectivement, les religions peuvent mettre, mais on peut célébrer la vie au sens sacré du terme. Puis c'est ce que tu partages. Donc après, toi, c'est quoi, dans le sens, c'est quoi ton pont à toi? Spiritualité, physique quantique. Ça me passionne, donc je suis obligée de poser la question. Hein.
Mais c'est la foi. Je pense que c'est la foi. Vraiment, on n'a pas besoin finalement d'être croyant, d'être dans une religion en particulier pour avoir la foi. On peut même parler de Dieu. Dieu peut prendre différents aspects. Ça peut être l'aspect de l'amour, ça peut être l'aspect de la nature. Voilà, je pense que c'est vraiment pour moi cette foi profonde. Ouais, ouais, moi, des fois, je dis la foi en plus grand que soi. C'est exactement Voilà, ça. c'est ça. Quelque chose Ouais. quelque chose qui nous dépasse. Qui nous dépasse, ouais. Ouais. Parce que moi, depuis toujours, j'ai la foi. Je crois en quelque chose. Je crois en quelque chose et voilà, après l'univers, comme je disais, l'univers, l'amour, la nature, mais il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose et je dialogue tous les jours avec ce quelque chose. Et j'ai pas forcément besoin de lui donner une identité bien définie pour être bien avec ça. Je reviens en fait sur la thématique du rite. Hein. On est passé par le départ de la vie, et là, c'est de revenir sur un rite de passage qu'est le mariage, par exemple. On n'est pas projeté dans le mariage, on n'est pas projeté dans un rite de passage. Ça se prépare. Comment un couple qui veut venir te voir, qui veut se marier, comment ça se passe cette préparation? Une semaine avant, on vient te voir, ou comment ça se déroule? Alors, ça va être intéressant parce qu'en plus, il y a les rituels dans le rite. Ça, je vais en parler plus tard. Mais justement, oui, effectivement, ça nécessite une grande préparation. Et pour moi, dans l'idéal, c'est 6 à 8 mois avant le mariage. Pour que le couple puisse totalement profiter de cette période, comme je le disais auparavant, qu'ils puissent mûrir leurs idées, leurs préparations, et qu'ils puissent aussi se plonger dans cette magie qu'ils vont créer, et que ce soit un souvenir qui leur reste au même titre, sinon plus, que le jour du mariage. Pour moi, cette préparation, c'est une vraie référence. Et comme je le dis, elle a tout autant d'importance, sinon plus que la cérémonie en elle-même. Donc, j'aime bien que le couple puisse prendre le temps et que moi aussi, de cette même manière, j'ai la possibilité de les connaître tranquillement, qu'on ait beaucoup d'échanges, qu'on puisse réfléchir. Ça se laisse apprécier et je trouve que faire ça hyper rapidement, on bâcle. On bâcle parce que il se passe tellement de choses dans l'année qui précède un mariage aussi pour le couple. Ça fait bouger des lignes. Donc voilà, à mon sens, c'est fondamental de prendre le temps quand on a la possibilité. Et généralement, voilà, moi, c'est en tout cas 6-8 mois les accompagnements que je prodigue, généralement. Il nous est arrivé tous dans notre entourage d'avoir des couples qui, justement, un petit peu avant le mariage, se séparent finalement. Ça soulève des trucs. Alors, on ne peut pas généraliser, mais est-ce qu'une bonne préparation de mariage, justement, permet de soulever et dépasser? Est-ce que toi, tu as une expérience là-dessus où, à un moment, ça peut révéler la crise et comment ça la dépasse, en fait? Comment tu peux soutenir pour dépasser? Oui, justement, je crois qu'effectivement, alors les questions que je fais se poser aux couples, hein, que les couples vont se poser par rapport à ce que je leur transmets, oui, forcément, ça va aussi peut-être amener à des choses un petit peu plus, des fois peut-être un peu plus complexes au sein du couple, des réflexions un peu plus difficiles parfois, de se rendre compte aussi qu'on n'a pas toujours absolument la même vision. Mais je pense qu'à partir du moment où le couple finalement s'engage dans cette démarche, décide de vraiment profiter de ce travail de préparation et d'aller jusqu'au bout, il n'y a que du beau, il n'y a que du positif qui va en ressortir. Mais à partir vraiment du moment où les deux décident de s'engager pleinement dans cette démarche et sont dans la confiance. Il m'est arrivé d'avoir 2 couples qui se sont séparés pendant la préparation au mariage. Un, c'était tout au début, donc ils n'avaient pas encore commencé le processus, tant mieux, d'un côté. Et puis un autre, c'était juste avant le mariage, mais ils se sont remis ensemble par la suite. Peut-être que c'était juste lié à d'autres choses, à des peurs, voilà. Mais c'est vrai que les couples me disent souvent, waouh, ça renforce notre amour, c'est hyper beau, on revit des choses qu'on avait l'impression qu'on ne vivait plus depuis X temps, hein, pour des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années. Et puis d'autres où, effectivement, ça va révéler peut-être parfois des points de friction ou des réflexions. Mais généralement, ils arrivent toujours à passer outre. Ils arrivent à passer outre parce qu'ils ont vraiment décidé de s'impliquer dans cette démarche et d'aller jusqu'au bout. Et puis, c'est vrai qu'on en parle aussi. Hein. J'ai un rôle, même si je ne suis pas thérapeute de couple, qui dépasse souvent la simple activité d'officiante. Et effectivement, où parfois, il y a presque un rôle thérapeutique dans les séances qu'on fait ensemble. Et puis après, ce que je voulais ajouter, peut-être aussi pour aller en lien avec la question précédente, c'est vrai que quand on prépare cette cérémonie, on insiste tellement sur les choses positives du couple, justement sur cette zone de magie, sur ce qui va leur permettre aussi d'évoluer, de se développer, de tenir le coup à travers les années. Il y a des choses vraiment splendides qui se passent
ben souvent les couples, quand ils ressortent de là, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'on va vraiment parler de ce qui les rend uniques, de ce qui les rend extraordinaires. Et puis c'est aussi à partir de là qu'on imagine un titre pour leur cérémonie, différentes parties, des rituels, comme je disais, donc des rituels, des gestes symboliques qu'on va intégrer à la cérémonie et qui sont en lien avec leur histoire. Donc pas des rituels symboliques qu'on peut trouver partout sur Internet, mélanger du sable, planter un arbre, pourquoi pas, s'ils le désirent. Mais je pense que quand on prend le temps de se connaître et de trouver la zone de magie, la zone sacrée du couple, on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est créer quelque chose, le personnaliser, et généralement, le couple rentre dans une nouvelle dimension de leur histoire. C'est ça qui est aussi magique dans l'approche que tu proposes. C'est que tu ne vas jamais reproduire et tu n'as jamais, j'imagine, fait, tu me confirmeras ou pas, le même mariage. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Et je crois que c'est ce qui irait le plus à l'encontre de mes valeurs. Là, tu as une part créative, mais magique. Est-ce que tu prépares tout avec le couple, donc ils savent exactement tout, ou toi, tu laisses des zones où ils vont découvrir ce que tu as préparé pour eux? Généralement, par rapport au déroulement de la cérémonie, ils le valident. Comme ça, ils connaissent les étapes. Ça, je pense que c'est important. Ils choisissent les musiques. On va parler aussi justement des rituels symboliques, éventuellement des discours qu'on va intégrer, de leurs vœux. Donc, le plan de la cérémonie avec le titre, etc. Et tout ça, c'est connu. Et après, pour le discours, tout ce que j'écris et que je vais dire le jour J, je leur laisse le choix. Généralement, et j'ai beaucoup de chance, ça me touche énormément, c'est que les couples me font confiance. Dans la majeure partie du temps, ils ne veulent pas découvrir le discours en amont. Donc, c'est aussi pour moi une grande part de responsabilité. Et c'est toujours un challenge parce qu'ils vont découvrir ça le jour de leur mariage avec les émotions et tout ça. Je trouve que c'est d'autant mieux parce que ça laisse vraiment une part de surprise qui va aussi, après, par la suite, laisser un souvenir juste incroyable. Donc voilà, mais je laisse le choix. Si un couple veut savoir ce qui va être dit mot pour mot, bien sûr, ils ont la possibilité. Ah, ça, c'est magique. Puis, ce que j'entends, par contre, si on revient sur la technique du rite, pour moi, on a le rite initiatique et le rite de passage. En fait, l'officiante laïque, en tout cas, toi, quand tu officies, tu es une spécialiste du rite de passage. Enfin, est-ce que toi, ça te parle ou... Oui, totalement. Comme je dis, à chaque fois, pour moi, ces cérémonies, c'est une porte qu'on ouvre vers la suite. Et c'est pour ça que c'est pas juste un temps qu'on va vivre qui va durer, 45 minutes, 1 heure et boum, c'est fini. Non, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment j'ai fait tout un texte et un podcast sur l'évolution, les différents la différence entre le rite de passage et le rite initiatique. Et là, c'est vraiment typiquement du rite de passage, c'est-à-dire qu'on a l'entité couple avant, la société nous reconnaît différemment, on a une autre posture dans la société et on est différent. C'est-à-dire qu'une fois que la cérémonie est faite, le couple, les personnes, les individus, après un mariage, ils sont différents. Ah oui, totalement. Il y a un avant et un après pour le couple, comme pour les personnes qui les entourent aussi ce jour-là, qui vont les découvrir d'une manière souvent inédite, qui vont apprendre des choses et puis qui vont... Enfin, il y a une dimension émotionnelle tellement forte ce jour-là et qui se partage. Ça, c'est vraiment, ça reste pour toujours. Et du coup, je vais arriver avec cette dernière question qui fait un peu la synthèse, mais par rapport au rituel de manière globale et au vu de ton expérience, pour toi, en fait, pourquoi c'est important de marquer les étapes de la vie? Il y a vraiment ce côté, tu sais, avec... je dirais vraiment de l'évolution, qu'à chaque fois on évolue et c'est hyper important aussi de pouvoir ancrer ces moments où on grandit, on évolue, on a compris certaines choses, il y a des choses qu'on désire, il y a des choses qu'on veut peut-être pas reproduire, mais c'est vraiment pour moi lié à cette évolution, à cette croissance et de pouvoir la marquer, de pouvoir l'ancrer et de pouvoir aussi partager ça avec les personnes qu'on aime et de donner de l'importance à tous ces événements qui traditionnellement nous permettent, de nouveau, je vais le dire, de grandir, de nous élever, de changer. Et à partir du moment, je crois, où on les marque, à partir du moment où on leur donne cette importance, c'est de nouveau un peu quantique, on pose cette intention dessus. Donc, je crois aussi que ça va nourrir, ça va permettre d'aller encore plus loin et ça va bien se passer. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, je crois que en tout cas, les auditeurs, ils auront entendu que toi et moi avons un bel accent vaudois, même pas suisse, c'est vaudois. Mais
on est d'accord que tu te cantonnes pas juste à la vaudoardise, hein. Toi, tu célèbres partout. Du coup, on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? On peut faire appel à toi depuis où? Pour toutes celles et ceux qui veulent se marier, là, ça redonne envie de se marier quand on t'entend. Merci. Bon, déjà, je rebondis sur ce que tu as dit. Pour moi, c'est dur d'entendre ça parce que j'ai grandi en France et j'ai toujours essayé de ne pas trop avoir l'accent suisse ou vaudois, mais je sais que c'est peine perdue avec toutes les années que j'ai passées ici. Je suis française, c'est fini. Non, alors je suis française, voilà, mais je crois que maintenant, quand on passe la frontière, on sait qu'on a l'accent. Oui, c'est ça, exactement. On peut me retrouver donc principalement grâce à mon site, donc marylinrebello.com, MARYLINREBELO. Ensuite, sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. J'ai aussi une page Facebook. J'ai une chaîne YouTube aussi où je poste de plus en plus de vidéos. Et puis voilà. Puis par mail, si quelqu'un veut m'écrire directement, mon adresse mail, c'est love@marylinrebello.com pour avoir plus d'informations ou des renseignements. En fait, aussi, ton accompagnement, il est beaucoup plus large que ça. Tu proposes aussi un accompagnement Ennéagramme, tu proposes aussi du coaching pour certaines personnes et pour les professionnels aussi, parce que tu as fait une véritable, en tout cas sur ton parcours professionnel, tu as fait un tel virage que tu peux coacher d'autres personnes. Oui, et c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup et que j'ai été vraiment appelée à faire. C'est vraiment d'élargir tout ce que je peux offrir. Donc, l'Ennéagramme, c'est super au niveau individuel pour les entrepreneurs, mais aussi pour les couples. Donc, je le propose aussi maintenant dans les accompagnements au mariage. Qu'est-ce que c'est l'Ennéagramme en quelques mots? C'est quoi? C'est un outil de développement personnel incroyable qui permet de trouver son chemin d'évolution intérieure par rapport à sa vision du monde. Voilà, je vais le dire vraiment de manière très courte, parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est vraiment, je crois que si on a envie de se connaître, de mieux comprendre le monde et les relations interpersonnelles, c'est un outil génial, en tout cas moi, qui a changé ma vie. Donc, je l'ai étudié là pendant 2 ans et maintenant, je suis ravie de pouvoir le proposer à tout le monde. Et c'est vrai qu'en couple, c'est encore plus magique. Et voilà, j'accompagne aussi les individus qui sont en quête de leur mission de vie, toujours dans l'amour. Et puis aussi les entrepreneurs, en ayant moi-même construit mon entreprise et en travaillant beaucoup sur mon mindset, j'ai aussi envie de pouvoir guider les personnes de cette manière-là. Et puis j'ai aussi créé quelques programmes en ligne autour de l'écriture et puis des objectifs personnels. Notamment une masterclass que j'ai suivie excellente sur le journaling. Merci. Merci vraiment beaucoup. De fait d'écrire et d'écrire régulièrement, qu'on sache écrire ou pas, la question n'est pas là, c'est de pouvoir en tout cas communiquer avec une partie de soi-même. En tout cas, moi je recommande chaudement. Je suis directement sur ton site internet. Maryline, je te remercie pour ton partage, je te remercie pour ton authenticité, je te remercie pour cette intimité aussi, parce qu'on parle de choses sacrées, on parle d'étapes de la vie, on a parlé quand même de choses assez profondes, notamment de la mort. Merci pour tout, Maryline, et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci à toi, Virginie, c'était un plaisir.